Bonjour à tous, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo reportage. Aujourd'hui, direction le musée Jeanne d'Aboville de la Fère, situé dans l'Aisne. Vous allez faire la rencontre de Marielle Hennequin, directeur du musée. Vous allez donc découvrir ce que le musée présente et également vous aurez une petite visite guidée. En tout cas, j'espère que ce reportage va vous plaire. Bon visionnage. Je suis Marielle Hennequin, je suis directeur du musée Jeanne d'Aboville. Je suis employé ici depuis une dizaine d'années. J'assure la direction scientifique et technique du musée, donc je vais m'occuper à la fois des aspects de conservation des œuvres, mais également de leur connaissance et comment le transmettre au public. Avant de travailler au musée, j'ai été enseignant, puis j'ai bifurqué et je suis arrivé ici et je suis tombé amoureux de la collection. Alors, il y a régulièrement des petites expositions temporaires au musée Jeanne d'Aboville et actuellement, nous avons l'exposition des collections révélées qui revient sur les 10 dernières années au musée au niveau des restaurations. Donc, il y a eu des restaurations tous les ans, chaque année depuis 2013 et c'est l'occasion de mettre un peu en avant à la fois les techniques des restaurateurs mais également tout simplement le métier de restaurateur et leur éthique. Le musée Jeanne d'Aboville se base sur le legs qui a été fait par une comtesse du 19e siècle à la ville de La Fère. Elle va léguer sa collection de tableaux en demandant que cette collection porte le nom de sa mère, Jeanne d'Aboville. Alors, les collections du musée Jeanne d'Aboville vont se caractériser par plusieurs supports sur lesquels sont peints les peintures. On va avoir des supports sur bois pour les peintures les plus anciennes, des supports toile, le support classique, mais nous allons avoir également un support un peu particulier, c'est le support cuivre. Ces différents supports nécessitent forcément des conditions de restauration différentes avec des intervenants différents. On va avoir des restaurateurs supports spécialistes du bois, d'autres spécialistes des toiles et des restaurateurs spécialistes de la couche picturale. La première salle du musée, c'est la salle des primitifs. C'est la salle qui va accueillir les peintures des 15e et 16e siècles pour les écoles principalement nordiques. Donc par nordique, on va entendre les Allemands, les Pays-Bas et également les Flandres. Donc là, au niveau des peintures que vous trouvez ici, il y a pas mal de choses qui sont extrêmement rares puisque ces régions sont devenues pour la majorité protestantes et les tableaux ont été détruits par les protestants iconoclastes, donc ceux qui ne voulaient pas voir de peinture catholique. Parmi les peintures que nous avons ici, nous avons un très beau triptyque, le triptyque de la famille Bosse, qui est véritablement un survivant au sein d'un pays où les triptyques catholiques ont pratiquement tous disparu. Donc ce triptyque de la famille Bosse, il se trouve ici. C'est une peinture qu'on doit à Erdgun van Leyden, un peintre qui est devenu extrêmement rare du fait que beaucoup de ses peintures ont disparu. Et au centre, on peut voir une résurrection de Lazare. Donc on voit Lazare qui est en train de sortir de son tombeau avec Jésus qui fait un geste de bénédiction. On a identifié la famille qui est représentée sur les panneaux latéraux. Donc ici, vous avez le chef de famille, sa femme et une partie de leurs enfants. On connaît un petit peu leur état civil, on sait qu'ils en ont eu plus d'une vingtaine, donc tous les enfants ne sont pas représentés. De l'autre côté, nous avons les parents du donateur, donc son père et sa mère. Sa mère a les traits assez pâles et figés parce qu'elle était morte une trentaine d'années auparavant quand la peinture est réalisée, et on va se baser sur un masque mortuaire pour réaliser son portrait. Ici, nous sommes dans la salle du siècle d'or hollandais. C'est une salle qui va être consacrée à la peinture du XVIIe siècle, produite uniquement en Hollande septentrionale.
Donc cette peinture, elle va se caractériser par l'absence de sujets religieux, étant donné qu'on est dans un pays protestant, et les peintres vont investir de nouveaux sujets, notamment le paysage, la marine, les intérieurs d'églises et bien sûr les natures mortes qui vont être une des grandes spécialités des peintres du nord de la Hollande. Pour cette salle, je vais vous parler d'un tableau en particulier, c'est le portrait de famille que nous trouvons ici. Donc ce portrait de famille, il est quand même assez impressionnant par sa taille. Les personnages ont l'air assez inquisiteurs, mais ils restent très mystérieux. En effet, on ignore le nom de la famille représentée et on ignore le nom du peintre. Il y a assez peu d'éléments qui nous permettent de nous situer sur ce tableau. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on est vers 1650. Donc là, c'est lié aux vêtements que portent les personnages qui nous permettent de dire en fonction de la mode qu'on se situe sur cette période. Les personnes les plus âgées sont encore habillées en noir, qui est plutôt la mode de la première moitié du XVIIe siècle, alors que vers la moitié du siècle, les modes commencent à changer pour les plus jeunes et on va adopter des couleurs un peu plus naturelles comme le gris ou le camel. Ensuite, vous allez avoir également le fait que les dames vont porter des corsets souples et non pas des grands corsets à l'espagnol, qui étaient plutôt à la mode au début du siècle, puisque auparavant, les Pays-Bas dépendaient du royaume d'Espagne. Ici, nous sommes dans la salle anversoise. Donc là, vous allez avoir des peintres flamands qui ont travaillé principalement à Anvers ou ses alentours. Et ces peintres se caractérisent par une approche assez novatrice de la peinture, parce qu'ils vont avoir accès à des mécènes assez puissants. La ville d'Anvers va être très riche, puisque les bateaux anversois récupèrent l'or qui vient d'Amérique du Sud pour le compte des Pays-Bas espagnols. Vous allez avoir également un peu des têtes d'affiche au niveau de la ville d'Anvers qui vont permettre d'avoir vraiment une approche révolutionnaire de l'art. Donc ça va être notamment la famille Bruegel et Rubens. Ici, vous avez pas mal de peintures qui vont présenter un certain luxe de détails. Il y a quand même un goût pour la délicatesse et la préciosité qui font vraiment un peu le sel de la peinture anversoise. Et ici, vous en avez un bel exemple avec cet hommage à Vénus. Donc cet hommage à Vénus, il est l'œuvre de Simon de Vos. Donc c'est quelqu'un qui est en famille avec Martin de Vos, qui est un petit peu plus célèbre et qui a surtout fait de la peinture religieuse. Et ce tableau nous présente donc des personnes rendant hommage à la déesse de l'amour, Vénus. Donc on peut voir la déesse au centre accompagnée de Cupidon prêt à tirer une flèche d'or pour faire tomber les gens amoureux. Et autour, les personnes sont enfiévrées par l'amour. Donc on va avoir des attitudes assez licencieuses. Le peintre peut se le permettre vu qu'il est censé représenter une scène antique. Il ne pourrait bien évidemment pas faire ça avec ses contemporains. Néanmoins, il fait un petit pas de côté en représentant les personnages habillés comme ses contemporains et il en profite pour faire passer un message social. Les personnes les mieux habillées au premier plan vont être celles avec les attitudes les plus sensuelles, alors que les personnes à l'arrière-plan vont être habillées de manière beaucoup plus formelle et se tenir beaucoup mieux que les personnes de premier plan. Alors ici, nous avons un petit peu changé d'univers puisque nous sommes dans une salle de peinture italienne. C'était une salle plutôt à dominante vénitienne, mais à présent les écoles sont un peu mélangées puisque plusieurs tableaux du musée ont été restaurés. Je vais néanmoins vous parler d'un peintre vénitien qui est méconnu, mais qui est très important dans l'histoire de l'art. C'est Simone Peterzano, dont nous avons ici une annonciation. Donc ce peintre, c'est quelqu'un qui est un petit peu oublié du fait qu'il est entouré par des artistes très célèbres. Il est à la fois un des élèves du Titien et il est le maître du Caravage. Donc forcément, bloqué entre ces deux géants de l'histoire de l'art, on parle assez peu de Simone Peterzano. Pour l'annonciation que nous avons ici, vous avez à la fois l'ange Gabriel et la Vierge Marie qui évoluent dans un décor extrêmement théâtral puisque on va avoir une nuée de putti, donc les petits anges qu'on peut voir tout en haut du tableau,
et un très joli décor architectural ouvrant sur un paysage en arrière-plan. Simone Peterzano, c'est quelqu'un d'important puisque ça va être un peintre qui va faire une certaine synthèse de l'art de la contre-réforme. Donc l'art de la contre-réforme, ça a été la période où l'Église catholique a essayé de reprendre la main en quelque sorte sur l'Europe en essayant de réattirer les fidèles dans les églises par l'art. Donc c'est un art qui va être fait avec beaucoup d'emphase, très théâtral, et vous pouvez le retrouver ici dans ce tableau. Si les personnages sont dans des postures relativement humbles et recueillies, on est quand même dans un décor grandiose avec le Saint-Esprit qui semble descendre dans la lumière comme dans un spot de théâtre. Autre Vénitien qui n'est pas très célèbre, nous avons ici Carlo Cagliari qui était surnommé Carletto, donc le petit Charles. Donc ce Carlo Cagliari, il vient d'une famille extrêmement célèbre puisque ça va être le fils du Véronèse. Donc ce fils du Véronèse va travailler au sein de l'atelier paternel et il va surtout réaliser des modellos pour son père. Donc les modellos, ce sont des petits tableaux qui vont servir de modèles qui restent dans l'atelier pour produire des œuvres de plus grande taille. Ici, le tableau que nous possédons, c'est un modello du martyre de Saint-Affre. Donc Saint-Affre, c'est une princesse qui se convertit au christianisme et qui va être décapitée pour ça. Ici, nous savons que nous sommes face à un modello parce que vous allez avoir des éléments qui ne sont pas forcément finis. Toutes les nuances, tous les détails n'ont pas été appliqués sur la peinture. Et vous avez également quelque chose d'assez particulier, c'est ce ciel un peu rougeâtre, qui n'est pas rougeâtre à l'origine, c'est la sous-couche rouge sous la peinture qui réapparaît parce que le peintre avait mis très peu de pigment bleu. Le pigment bleu coûtait très cher à l'époque et il l'a économisé, ce tableau n'étant pas destiné à la vente. Alors ici, nous entrons dans la salle d'Orphée. Ce mur-là, c'est le plus grand tableau de la collection. Ce tableau, il est l'œuvre de Sinibaldo Scorza, un peintre qui a vécu à l'époque baroque et qui s'était spécialisé dans les sujets plutôt animaliers. Il avait deux spécialités, Orphée charmant les animaux, issus de la mythologie comme ici, et également les arches de Noé. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut percevoir dans cette peinture où beaucoup des animaux présents sont représentés par couple. Sinibaldo Scorza, c'était un peintre qui a surtout peint pour des princes italiens et la plupart de ses peintures sont restées dans les palais des princes italiens, encore privés aujourd'hui. Cette peinture que vous voyez ici, c'est la seule qui est visible dans les collections publiques françaises. Il n'y en a pas d'autres en France. Ici, nous avons Orphée au centre qui ne joue pas de la lyre, comme il est censé en jouer normalement, mais qui joue de la lira da braccio, qui est un ancêtre du violon alto. Il joue tellement bien de la musique, puisqu'il a reçu le don de la musique par Apollon, qu'il va attirer à lui les animaux qui viennent l'écouter. Et vous pouvez voir également à l'arrière-plan les arbres qui semblent se pencher vers lui pour écouter sa musique. Alors Orphée charmant les animaux n'est pas seulement le plus grand tableau de la collection, c'est également la restauration la plus ambitieuse qui a été menée au cours des 10 dernières années. Ce tableau a été restauré entre 2017 et 2018 au Centre de recherche et de restauration des musées de France à Versailles et il a dû subir une opération extrêmement délicate qu'on appelle une transposition. La transposition, ça consiste à déplacer la couche picturale d'un tableau depuis sa toile pour plaquer une nouvelle toile à l'arrière. C'est une opération extrêmement délicate, extrêmement technique, très perturbante pour la couche picturale, qu'on ne fait que quand il n'y a pas le choix. Et pour ce tableau, malheureusement, il n'y a pas eu d'autre choix que de procéder à cette opération, puisque le tableau a subi les évacuations durant les guerres. La collection du musée ayant été évacuée en 1870, en 1914, puis en 1940. Durant ces évacuations, le tableau est trop grand pour être transporté tel quel. Il va être déposé de son châssis, mais au lieu de le rouler, le tableau va être plié, ce qui va causer des dégâts assez importants à la peinture. Ces dégâts vont être repris par les restaurateurs en 2017, et après un travail assez long et intense, ils nous ont permis de pouvoir réaccrocher ce tableau et le présenter au grand public. Ici, nous nous trouvons dans l'espace central du musée qui dessert les autres salles. Cet espace s'appelle l'espace Willemsen. Il porte le nom d'Abraham Willemsen, dont nous avons une peinture ici. Donc Abraham Willemsen, c'est un peintre anversois, donc plutôt flamand, mais qui va faire une partie de sa carrière à Paris. Il va notamment fréquenter les frères Lenain. Donc s'il va beaucoup s'inspirer des techniques des frères Lenain, il va quand même garder un point de vue bien particulier dans ses représentations, puisque c'est quelqu'un qui est plutôt citadin, et il va représenter la campagne de manière extrêmement idéalisée.
Et ici, avec ce repas à la ferme, on en a un bon exemple, puisque vous allez avoir un ensemble complètement recomposé. Ce n'est pas de la peinture d'après nature, le peintre va peindre en atelier et assembler des éléments ensemble. Donc nous avons un groupe de paysans habillés de couleurs extrêmement chatoyantes qui ne sont pas du tout réalistes. Les teintures coûtaient extrêmement cher à l'époque. Et vous avez cet ensemble d'animaux placés en frise de manière pas vraiment naturelle, étant donné que vous avez ce chien assis à côté des poules de manière assez incongrue. Alors cette peinture a été authentifiée comme un véritable Abraham Willemsen parce que sa signature apparaît. Elle est visible sur la bûche ici, où on peut voir son monogramme ABW pour Abraham Willemsen. Donc là, nous sommes revenus dans le siècle d'or hollandais avec les peintres italianisants. Donc, ce sont une génération de peintres paysagistes, pour la plupart, qui vont faire un voyage en Italie alors qu'ils sont hollandais, pour un petit peu s'imprégner des techniques des peintres italiens. Ils reviennent ensuite au pays avec des images méditerranéennes plein la tête, et ces images, ils vont les reproduire un petit peu dans toute leur carrière, dans leurs toiles, même si ils les produisent en Hollande. Ici, on en a un bon exemple avec Jan Baptiste Weenix, donc un de ces peintres italianisants, qui représente un troupeau d'une manière extrêmement nordique, mais qui va intégrer dans son paysage plein d'éléments qu'il a puisés en Italie. On reconnaît notamment à l'arrière-plan le château Saint-Ange, qui se trouve à Rome, donc au Vatican, et qui est placé de manière assez incongrue dans ce paysage composite. Alors, autre peintre italianisant de la Hollande du XVIIe siècle, Michel Carré. Donc, également quelqu'un qui fait un voyage en Italie, et ce voyage italien va nourrir son œuvre toute sa vie. On peut le voir avec ces ruines très impressionnantes et qui sont inspirées des ruines romaines, et cette composition avec des personnages extrêmement méditerranéens qu'il place toujours plus ou moins de manière pyramidale dans ses compositions. Ce tableau a été restauré en 2021 et la restauration a été l'occasion de redécouvrir la signature, donc de confirmer qu'il s'agissait bien de Michel Carré, puisqu'avant ce n'était qu'une supposition. La signature, on peut la voir ici de manière très fine. Vous avez écrit M. Carré. Alors, le siècle d'or hollandais, c'est également caractérisé par l'art de la marine. Donc ça va être des vues d'estuaires, de fleuves ou de la mer. Donc là, ce sont des tableaux qui rencontrent un certain succès auprès des grands bourgeois qui sont généralement armateurs. Donc ils vont collectionner les bateaux puisque les bateaux, c'est ce qui les fait vivre. Donc là, on va avoir beaucoup de représentations de naufrages à cette époque-là, puisque ces tableaux sont un petit peu utilisés par leurs propriétaires comme des memento mori. Donc souviens-toi que tu vas mourir. Si la mer leur apporte la richesse, elle peut la reprendre lors d'un naufrage. C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de ces représentations assez tragiques de naufrage. Ici, vous en avez un bon exemple de Jan Porcelis, avec un bateau qui est en train d'aller s'écraser sur la grève, puisqu'il se prend des coups de canon de la part d'un autre bateau qui se trouve ici. Les personnes qui étaient sur le bateau sont montées dans un canot de sauvetage, mais malheureusement, il y a des requins. Donc quoi qu'il arrive, c'est assez mal parti pour eux. Nous voilà dans la salle française. Donc les collections françaises du musée sont relativement resserrées et elles vont concerner surtout les XVIIe et XVIIIe siècles. Donc le XVIIe, c'est celui qu'on appelle le Grand Siècle, le siècle de Louis XIV, et nous avons quelques peintures de cette période Grand Siècle. Notamment de ce côté-là avec des scènes mythologiques, puisqu'ici nous allons trouver à la fois un peintre officiel du roi Louis XIII et ensuite un peintre officiel du roi Louis XIV. Donc pour parler de ce premier peintre, Claude Deruet, c'est un peintre qui va réussir à rentrer à la cour de France, va se lier d'amitié avec Louis XIII, qui va l'anoblir et lui offrir un château. C'était quelqu'un qui s'était spécialisé dans un sujet très à la mode à l'époque, les Amazones, donc la représentation de femmes guerrières. Ici, vous avez deux peintures qui vont représenter une attaque d'Amazones sur des soldats grecs. Elles proviennent d'une série de 4 et les deux autres peintures se trouvent au musée métropolitain de New York. Ces peintures sont vraiment typiques de la première période du Grand Siècle, avec une influence italienne, mais également un goût pour le détail, puisque chaque Amazone va porter un costume différent avec des petites parures qui vont la caractériser.
Ensuite, on va parler, en avançant un petit peu dans le temps, d'un autre peintre officiel de la cour de France, mais cette fois de Louis XIV, c'est Bon-Boulogne. Donc Bon-Boulogne était surtout célèbre pour ses copies de peintures italiennes, mais il a également produit une œuvre personnelle, et ici nous en avons un bel exemple avec cette représentation mythologique qui va représenter l'allégorie des saisons. Au centre, nous trouvons la déesse Cybèle, que l'on reconnaît facilement au fait qu'il y a un lion au pied de son trône. C'est une déesse qui va avoir plusieurs fonctions. Elle lance le cycle des saisons, mais c'est également la protectrice des jeunes enfants et des animaux sauvages. Et ça, vous le retrouvez au premier plan, avec des jeunes enfants ici, et des animaux sauvages sous forme de lapins ici. Les dieux autour d'elle vont donc symboliser chacun une période de l'année. Ici, nous avons l'été avec la fenaison. Ici, nous avons le printemps avec les fleurs. Ici, nous avons l'automne avec une pomme. Et à l'arrière-plan, nous avons Hadès qui va symboliser l'hiver, là où les dieux de l'Olympe se retirent pendant l'hiver en enfer. Pour symboliser le siècle de Louis XIV, le musée possède une toile également exceptionnelle qui a été restaurée relativement récemment puisqu'elle a été restaurée en 2022. Et cette toile, c'est Louis XIV partant à la chasse devant le château de Vincennes. On peut reconnaître facilement Louis XIV avec son cheval blanc et son panache rouge sur son chapeau. Et à l'arrière-plan, nous avons le château de Vincennes qui se déploie avec son donjon bien reconnaissable. Ici, nous avons Louis XIV qui part à la chasse au lapin. Ça, nous le savons par un détail, c'est qu'il y a déjà un lapin qui a été chassé, qui est tenu par un de ses veneurs. La salle française des collections du musée comprend un des tableaux les plus célèbres de la collection, c'est le panier de prunes. Son sujet paraît extrêmement simple, mais c'est une peinture qui impressionne toujours le public par son réalisme. On dirait pratiquement une photo, on dirait presque qu'on pourrait toucher les prunes. Ce réalisme est dû à son auteur, Pierre Dupuy. C'est quelqu'un qui est français, mais qui suit une formation auprès d'un peintre flamand, qui va lui enseigner une certaine rigueur, ce qui va s'associer à une certaine science de la lumière à la française, qui va donner cette précision, ce côté ultra photogénique. Un autre tableau très important de la collection française est l'œuvre d'une femme, puisqu'ici vous avez un portrait de Élisabeth Vigée-Lebrun, donc la portraitiste officielle de Marie-Antoinette, et qui ici représente Madame Adélaïde. Donc Madame Adélaïde, c'était une des filles du roi Louis XV, celle qui a donné son nom au chemin des dames. Et cette fille de Louis XV va survivre à la Révolution française. Elle part en exil en Italie, et c'est à cette occasion, durant son exil, que ce portrait va être réalisé. Donc là, ce portrait permet vraiment de rendre hommage au talent d'Élisabeth Vigée-Lebrun pour rendre les émotions et un peu l'humeur du modèle, puisque sans recourir à aucun artifice au niveau du décorum du tableau, elle va permettre de faire passer l'idée un peu de tristesse, de nostalgie, de solitude que peut ressentir le modèle, puisqu'elle sait qu'elle va mourir en exil, loin de son pays, pris par les révolutionnaires. Cette fois, nous avons changé d'univers puisque nous sommes dans la salle d'archéologie. Le musée n'a pas seulement une collection de peinture, il a aussi une collection archéologique qui a été constituée par un groupe d'archéologues amateurs mené par Pierre Foulon, dont la salle porte le nom. Donc Pierre Foulon a, avec un ensemble de personnes de la région, fouillé des sites archéologiques à La Fère et ses alentours, principalement à Versigny. Et il y a pas mal de choses qui ont été découvertes datant d'entre la préhistoire et le Moyen-Âge. Le secteur de La Fère a été pas mal occupé à la fois par des populations humaines et par les animaux durant la Grande Glaciation. Et on en a retrouvé pas mal de traces dans les fouilles archéologiques qui ont été menées et qui alimentent notre vitrine préhistorique. Parmi ces animaux qui ont été retrouvés, on retrouve notamment du mammouth laineux. Donc là, vous avez quelques fragments d'un mammouth laineux. Donc nous avons un morceau de défense
nous avons une dent et nous avons un fragment de fémur. Ces petits morceaux du mammouth vous montrent un petit peu la taille de l'animal. Quand on imagine la taille de la dent, ce sont des animaux qui faisaient entre 2,50 m et 3 mètres au garrot et qui pesaient 6 à 10 tonnes. Au niveau de l'espace archéologique, on trouve également beaucoup d'éléments gallo-romains et la plupart de ces éléments gallo-romains ont été trouvés dans les fouilles du Fanum de Versini. Donc un Fanum, c'est un petit temple gallo-romain. Et dans ce petit temple qui a été fouillé dans les années 60-70, on trouve pas mal d'éléments qui montrent une véritable acculturation entre les Romains qui viennent s'installer dans la région et les Gaulois qui étaient déjà établis. Parmi ces objets témoignant de cette acculturation, il y a un exemple tout à fait exceptionnel, c'est le Crupellarius, qu'on trouve ici dans la petite vitrine. Le Crupellarius désigne un gladiateur gaulois, donc il va combattre à la celte, avec une armure qui lui recouvre tout le corps, ainsi que 2 épées. Ce type de combattant devait être extrêmement rare dans les arènes romaines, et c'est le seul exemplaire qui est arrivé jusqu'à nous. Il est tout à fait unique au monde. L'occupation humaine du secteur de la Fère va se poursuivre pendant tout le Moyen-Âge et on en retrouve également des traces au sein de notre collection archéologique, notamment avec cet ensemble d'armes mérovingiennes. Donc, ce sont des armes qui vont dater des 6e, 7e siècles, donc quand les premiers royaumes francs se mettent en place dans le secteur. On a retrouvé pas mal de tombes dans le secteur de la Fère et de ses alentours datant de cette période. Et ça témoigne quand même que c'était un endroit où il y avait pas mal de princes issus de cette nouvelle dynastie franque. On trouve également des traces beaucoup plus tardives, qui vont plutôt évoquer la Renaissance, avec les carreaux de pavement que vous pouvez voir au-dessus, qui sont des carreaux issus de l'église Saint-Montin de la Fère, donc qui a connu une très grosse restauration en style Renaissance au tout début du XVIe siècle. Voilà pour ce reportage, j'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà, ce qui vous a été présenté, ce ne sont que quelques tableaux. Évidemment, il y a bien d'autres tableaux à découvrir au musée Jeanne d'Aboville. Donc je vous invite à y aller. Ça peut être tout seul, en famille, entre amis. Un grand merci à Marie-Hélène Quint de m'avoir accueilli, de m'avoir ouvert les portes du musée, de m'avoir consacré du temps pour ce reportage. Je vous mets en description les informations concernant le musée. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter et à vous abonner. C'était Mathéo, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.